Alors, merci beaucoup aux organisateurs du colloque de m'avoir invitée. Donc, merci Sophie, merci Hélène, j'espère pour l'introduction. Donc, moi, je suis Anouk Barberousse, donc je suis philosophe des sciences à Sorbonne Université et je dirige depuis peu l'Institut pour la transition environnementale de l'Alliance Sorbonne Université, qui regroupe Sorbonne Université, l'UTC, le MNHN, l'INSEAD et d'autres établissements. Et je vous parle en fait avec ces deux casquettes. Et je vais commencer par faire un petit commentaire sur les disciplines. Parce que pour moi, c'est vraiment le cœur du sujet de ce colloque, mais plus précisément de cette première session de l'après-midi. Bon, on l'a entendu ce matin, nous sommes la session SHS. Stéphanie et moi, nous sommes la session SHS. Moi, je ne suis pas convaincue que ma discipline, la philosophie, et a fortiori la philosophie des sciences, soit naturellement placée dans les SHS. Pour moi, mon travail, il est vraiment dans la continuité d'autres disciplines scientifiques, donc c'est déjà un problème en soi. Et puis après, il y a eu cette petite blague sur la session éthique de l'après-midi. Bon, parce que je dis une blague parce que quand on est philosophe, on est toujours casé dans l'éthique. Et comme a dit Stéphanie, ça nous semble pas être complètement le sujet. En revanche, cette session est en fait peut-être la suite. C'est pas tellement de l'éthique, mais c'est une réflexion sur ce qu'il y a de normatif dans nos activités. Et donc Stéphanie a parlé de l'aspect politique qui relève du normatif. Ce matin, il y avait une collègue qui était juriste. C'est des normes complètement différentes et les normes éthiques sont encore différentes. Et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que ce matin, il y a eu plein de discours normatifs, incroyablement normatifs, voire même prescriptifs sur les politiques de recherche, les orientations de la recherche, mais personne ne l'a dit explicitement. Nous, par acculturation professionnelle, on est habitué à le dire qu'on travaille sur des questions normatives. Et donc, c'est ce que je vais faire, mais avant tout, je voudrais vous prier de m'excuser. Je ne pourrai pas rester très très longtemps, même dans la période de discussion, pour une contrainte familiale. Je devrais m'éclipser parce que je dois rentrer à Paris. Ça prend quand même un certain temps, mais surtout, n'hésitez pas à me contacter par courrier électronique. Je répondrai très volontiers à vos questions. Donc, en guise d'introduction pour cet exposé, je dirais que d'un côté, les trajectoires vers le développement soutenable doivent se fonder sur des connaissances bien établies. C'est mieux de se fonder sur des connaissances scientifiques que de consulter une cartomancienne, même si ça a été fait dans le passé. Vraisemblablement, on partage tous cette conviction. Et de l'autre, en fait, c'est sur quoi je voudrais insister dans l'exposé, les cultures de recherche, que je vais définir par la suite, éloignent les chercheurs du développement de ces connaissances parce qu'elles doivent remplir un cahier des charges qui est, qui est un peu aux antipodes de la sélection des professionnels de la recherche. Et donc, la question qui va diriger l'exposé, c'est quelles incitations pourraient rapprocher les chercheurs du type de questions de recherche susceptibles de favoriser la transition écologique. Et dernier tout petit mot de prologue, j'avais demandé à parler après Stéphanie parce que ce que je vais dire présuppose une grande partie de ce qu'a dit Stéphanie Ruffy. Donc, c'est deux exposés qui sont vraiment dans la continuité l'un de l'autre. Donc, je vais parler un peu une façon de parler de la société de la connaissance en enlevant une grande partie de la charge politique et économique de la notion, mais surtout je vais parler un petit peu des valeurs des connaissances fondamentales. Je vais parler aussi des caractéristiques des connaissances utiles à la transition écologique et enfin des cultures de recherche. Et je précise, dans les établissements de recherche intensive, je parle vraiment pour la recherche que nous faisons dans nos établissements. Donc, valeurs des connaissances fondamentale. Là, je voudrais bien clarifier un des présupposés sur lesquels je m'appuie. Je pense que nous sommes nombreux à le partager. Il était très, présent dans l'exposé de Michel Spiro ce matin. C'est à peu près la seule chose qu'il y a de commun entre mon exposé et le sien. Je préfère le dire d'avance.
Je voudrais vous, comment dire, essayer d'expliciter que je m'appuie sur une vision assez simplifiée, j'espère pas simpliste, mais simplifiée des rapports entre production de connaissances scientifiques fondamentales et transformation des sociétés. Pour moi, il me semble que on devrait pouvoir s'entendre sur le fait que le développement scientifique dans la science moderne, donc depuis 16e, 17e, a été, je parle au passé, un moteur majeur des transformations économiques, sanitaires, sociales du monde, et en particulier a eu un impact énorme, difficile à analyser, mais a eu un impact sur l'augmentation de l'espérance de vie, l'augmentation de la richesse, et dire cela, ce n'est pas éliminer d'autres facteurs explicatifs de l'augmentation de la richesse, l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé, mais il y a d'autres facteurs qui doivent être pris en compte pour proposer une explication de tout ça, qui sont liés vraisemblablement aux structures de la production économique. Mais encore une fois, c'est l'effet du développement des connaissances fondamentales sur l'augmentation de la richesse, l'augmentation de l'espérance de vie, etc. Ça me semble, comment dire, une thèse empirique, pas tellement discutable, mais peut-être que vous aurez des objections. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une thèse déterministe. Je ne dis pas que nécessairement, si on fait de la science fondamentale, alors le niveau de vie va augmenter, l'espérance de vie va augmenter. Non, c'est juste un constat sur le passé. C'est pas une thèse téléologique, ça n'a pas, enfin, je ne dis pas que c'est le but de la recherche fondamentale que d'améliorer l'état des gens. Non, encore une fois, c'est juste ça se veut une description historique simplifiée. Et c'est pas non plus une thèse sur la modernité, les Lumières, la postmodernité. Non, c'est une thèse sur le passé, sur le rôle qu'a eu la production de connaissances fondamentales dans le passé. Et c'est pas non plus, j'y insiste parce que ça a été beaucoup mentionné ce matin, ça n'est pas une thèse sur les rapports entre sciences et techniques. C'est une thèse sur le rôle qu'a eu la production de connaissances fondamentales sur les sociétés. Je ne vais pas plus loin, mais je pense que si certains chercheurs, certains historiens, sociologues des sciences refusent cette vision très simplifiée, moi, je parle à partir de là. Je le signale. Donc, ça me permet de dire que la valeur des connaissances fondamentales, qui est un peu le titre de la demi-journée, enfin de la session, elle peut au moins être reconnue après coup, ce qui n'est déjà pas mal. Et cette reconnaissance après coup, donc constat portant sur le passé, ça laisse ouverte la possibilité que les connaissances fondamentales ont encore aujourd'hui une valeur pour la société et auront peut-être dans le futur une valeur pour les sociétés futures, et c'est le pari que je fais dans cet exposé. Et j'en viens maintenant à vous parler un peu des caractéristiques des connaissances utiles à la transition écologique, telles que j'ai pu m'en faire une idée en participant à cet institut de la transition environnementale de l'Alliance Sorbonne Université depuis le début, pratiquement depuis 2017-2018, avant de prendre la direction. Pour ceux qui ne le savent pas, le premier directeur de l'Institut, c'était Luc Abadi, le co-auteur du rapport Jouzel-Abadi. Donc, on est quand même au cœur du sujet de la journée. Et, donc, en participant aux activités de l'Institut, j'ai été amenée à me faire une idée de ce que sont les connaissances scientifiques fondamentales utiles, pas seulement fondamentales, mais entre autres fondamentales, utiles à la transition écologique. Et je vais essayer de vous partager un peu quelles sont selon moi leurs caractéristiques. Ça a été aussi dit ce matin. Ce sont des connaissances qu'on pourrait appeler systémiques, c'est-à-dire des connaissances qui doivent intégrer plein de dimensions et donc plein de disciplines scientifiques. C'est pour ça que j'ai commencé sur les différences entre disciplines, parce que c'est une condition, à mon avis, absolument nécessaire que d'arriver à surmonter les barrières disciplinaires. Et c'est extrêmement difficile. Donc, des connaissances systémiques, pourquoi ? Donc, pour le moment, on a des idées sur les buts à atteindre qui sont un peu encapsulés dans la notion de développement soutenable ou des objectifs du développement durable de l'ONU. Mais en fait, on a assez peu d'idées pour le moment sur le cheminement qui permettrait d'atteindre ces objectifs, sauf peut-être à changer le régime politique et à imposer la décroissance, la décarbonation, plus de voitures, plus d'avions, plus rien, plus d'émissions.
faut quand même espérer que ça ne se passera pas comme ça. Mais dans des sociétés démocratiques, on a du mal à savoir comment on va réaliser la transition écologique. Parce que une des raisons pour lesquelles c'est très difficile, c'est parce que les connaissances nécessaires à la transition, il y en a encore à établir sur le climat, il y en a encore à établir, on l'a vu ce matin, sur la biodiversité, et en particulier sur les mécanismes d'adaptation et toutes les choses qui ont été discutées ce matin. Mais il faut aussi des connaissances sur les sociétés, sur les comportements des individus, sur les ressorts de la décision politique et plus précisément sur les ressorts de la décision politique couronnée de succès. C'est difficile de savoir en quoi une décision, enfin, disons, qu'est-ce qui conditionne le succès d'une décision politique. On a vu, dans un exemple récent, à savoir une tentative pour imposer une taxe carbone en France, qu'on n'était pas dans des conditions qui permettaient le succès de cette décision politique. On a quand même vécu ça pendant plusieurs mois. Donc tout ça, c'est des connaissances à acquérir et qui doivent être en plus intégrées les unes dans les autres. Donc pour moi, la première condition, et là je vais en fait peut-être déborder un peu sur les thèmes de la suite de l'après-midi, pour moi la première condition pour obtenir ces connaissances systémiques qui sont nécessaires, c'est d'abord, et là encore une fois c'est vraiment ce thème des différences disciplinaires qui me semble extrêmement important. Pour moi, c'est d'abord accepter de prendre en considération d'autres pratiques d'établissement des connaissances que les siennes propres. Quand vous êtes physicien, astrophysicien, vous avez des façons d'établir vos connaissances qui sont vos normes que vous avez apprises au bout d'un très très grand nombre d'années. Et évidemment, les économistes, ils ont d'autres normes. Et en général, vous n'aimez pas les normes que les économistes mettent en avant pour établir leurs connaissances. Vous les critiquez, même si vous n'avez jamais fait d'économie, moi non plus. Et ça, pour moi, c'est un obstacle vraiment majeur, parce que c'est extrêmement difficile de prendre au sérieux ce que d'autres disciplines disent. Un petit peu d'introspection vous aidera à voir ce que je veux dire. On est tous comme ça. On regarde le champ disciplinaire d'un côté et on dit « Non, mais c'est complètement nul, ça. » Mais c'est normal, c'est normal. Mais pour produire des connaissances systémiques, il faut accepter de surmonter ça. Il faut parler le langage des autres, c'est bien connu. Regarder quelles sont les modalités de validation. Il faut accepter de prendre en considération des hypothèses qui vous paraissent absurdes, différentes, inhabituelles. Et il faut éviter, dans la mesure du possible, mais encore une fois, c'est ce qu'on fait instinctivement, c'est la première chose qu'on fait, on regarde une proposition qui n'est pas dans notre discipline, on dit non, c'est nul. C'est normal, parce qu'on ne la comprend pas, parce qu'on ne fait pas l'effort, et c'est mieux d'éviter ça. Parfois, c'est vraiment nul, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même mieux d'essayer d'éviter les évaluations hâtives, et aussi l'aveuglement volontaire, qui est un peu le pendant. J'ai vu des citations ce matin sur les diapos qui m'ont fait pratiquement tomber dans les pommes, de gens qui utilisent d'autres disciplines que les leurs avec une forme d'aveuglement total sur la validation des hypothèses, les modalités de la recherche. Ça me rend très triste, mais j'espère qu'on pourra surmonter ça collectivement. Donc, pourquoi je parlais de bouleversement des cultures de la recherche pour réaliser ça, surmonter les barrières entre les disciplines et essayer d'établir des connaissances systémiques. Pourquoi c'est très difficile? Parce que l'apprentissage, l'acculturation à la recherche, c'est une affaire de très longue durée. On en a déjà un petit peu parlé ce matin. Il faut 10 à 12 ans de formation après le bac, si on compte les post-docs, pour pouvoir espérer recruter des collègues qu'on estime dignes de la réputation de l'établissement auquel on appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est 10, un peu plus, années de formation, d'apprentissage, d'acculturation. Ça veut dire que c'est ça qui est nécessaire pour avoir une connaissance très profonde et aussi très étendue d'un domaine de spécialité. Ça veut dire qu'il faut être capable de savoir, avec une bonne fiabilité,
quelles idées sont prometteuses, quelles hypothèses il faut favoriser dans la discipline, lesquelles ne mènent nulle part, avoir un jugement bien tranché. C'est pour ça que tout le monde évalue tout le monde, et même quand on ne le demande pas, quand c'est pas demandé par les instances. Il faut être capable de déterminer rapidement qu'un article, c'est un bon article, qu'il est digne d'être publié. On doit être capable de déterminer si un projet de recherche est digne d'être financé. On doit être capable de déterminer si une candidate va vraiment faire le boulot qu'on attend d'elle. Donc, ce qu'on recrute, ce qu'on cherche à recruter, c'est vraiment des cracks dans une discipline qui sont capables de faire profiter la discipline et de faire profiter la réputation de l'établissement par ricochet. Et ces exigences-là, elles sont vraiment en tension par rapport aux connaissances systémiques dont je vous parlais pour les connaissances pour la transition écologique. Parce que vraisemblablement, les indices qui laissent penser qu'on tient une bonne candidate ou un bon candidat à un poste de titulaire, ces indices-là, liste de publications, etc., même les indices qualitatifs, j'aurais tendance à dire, mais on peut en discuter, ces indices-là, ils disent pas grand-chose sur la capacité des collègues à affronter la production de connaissances systémiques, malheureusement. Et puis, en plus, on le sait tous, dans la suite de la carrière, les incitations, elles vont plutôt dans le sens de l'approfondissement disciplinaire, pour les raisons que j'ai dites avant, réputation, etc. Et donc, malgré les slogans institutionnels, on en a tous plein les oreilles. Faites de l'interdisciplinaire, faites de l'interdisciplinaire. Mais en fait, quand on essaye d'en faire, ça marche rarement. Je sais pas, vous avez peut-être des expériences heureuses, mais en général, ce qu'on attend, c'est une bonne recherche disciplinaire. C'est ça qui est financé. Donc, il y a une part d'hypocrisie, à mon avis, dans les institutions. Mais en conclusion, ce que je dirais, c'est que, voilà, il y a deux stratégies pour le monde académique. Et là, je parle à la fois du côté des chercheurs individuels, mais aussi des institutions. Il y a une stratégie qu'on pourrait qualifier d'optimiste, qui est celle qui a été adoptée par Sorbonne Université et l'Alliance Sorbonne Université, c'est-à-dire de prendre de l'argent ailleurs. Et ça n'est pas extrêmement confortable. Prendre de l'argent ailleurs, c'est-à-dire prendre de l'argent des disciplines pour inciter les chercheurs à la production de connaissances systémiques en faveur de la transition. Donc, ces incitations, c'est des décharges de services, c'est des contrats doctoraux, c'est de l'argent pour payer des post-docs, des ingénieurs de recherche. Encore une fois, ça, c'est le pari des instituts interdisciplinaires de Sorbonne, enfin, de l'Alliance Sorbonne Université. C'est pas populaire. Enfin, il y a des gens qui sont très, qui sont très partants. Puis il y a plein de gens qui disent non, mais c'est des postes en moins, c'est de l'argent en moins pour les labos. C'est de l'argent éventuellement récurrent en moins. Bon, c'est de l'argent de l'IDEX. Hein. C'est de l'argent récurrent en moins pour les labos. Donc, comme disait Stéphanie, tout ça, c'est de la politique. C'est des décisions politiques, en l'occurrence des établissements. Donc, c'est pas sûr que ça marche du tout. J'aimerais bien, mais bon, faut quand même rester lucide. Et la stratégie pessimiste, c'est de dire, OK, nous, on va pas réussir à faire ça. Ben, on forme les étudiants. C'est, comme l'a dit quelqu'un ce matin, les étudiants, c'est nos forces vives et on leur apprend à développer une approche systémique des problèmes de transition écologique. C'est exactement ce qui figure dans le rapport Jouzel Abadi. C'est ce qu'on essaye de mettre en place un peu partout dans les établissements. Ça suscite le même genre de réaction, critique, négative, parce que c'est des ECTS, enfin c'est des heures d'enseignement en moins pour les disciplines. Alors, je ne sais pas comment vous faites à Paris-Saclay, mais nous, on est en pleine discussion sur ces thématiques. Et encore une fois, hein, comme l'a dit Stéphanie, c'est de la politique. Et je pense que ça serait bien que cette journée se révèle comme une journée de discussion politique tout autant que scientifique. Et il me semble que pour que les discussions soient les plus fructueuses possibles, les débats politiques et même normatifs au sens large, je pense qu'ils ont intérêt à s'appuyer, encore une fois, sur le meilleur de la connaissance, sur les pratiques de recherche, sur les décisions des établissements, la réalité économique et politique de l'organisation nationale et internationale de la recherche. Et je vous remercie pour votre attention.